Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode d'Instant Critique. Vous vous en doutez certainement, mais certains films se sont imposés avec le temps comme des mythes fondateurs du cinéma. Et s'il a toujours été difficile de déterminer avec précision qui de l'œuf ou de la poule est arrivé en premier, certains, par leur audace, leur ingéniosité ou leur originalité, ont été de véritables précurseurs du genre. Par exemple, il est naturel de considérer Le Voyage dans la Lune de Georges Méliès comme le premier film de science-fiction. Dans le même ordre d'idées, le cabinet du docteur Caligari est annonciateur du mouvement expressionniste allemand dont Murnau sera le plus grand représentant. Autre exemple, il est généralement de bon ton de déclarer que les 400 coups de François Truffaut marquent le début de la nouvelle vague, même si ce nouveau style de cinéma vient d'une envie commune qui a su séduire simultanément toute une flopée de cinéastes. Et lorsque l'on parle de cinéma post-apocalyptique, c'est bien entendu la trilogie Mad Max, son second volet en tête, qui est volontiers cité en exemple. Alors comment ces productions bis dérivées de l'exploitation ont-elles pu forger tout un pan du cinéma d'aujourd'hui? C'est ce que nous allons voir ensemble. Pour comprendre Mad Max, il est nécessaire d'en comprendre ses origines, et celles-ci trouvent naissance dans le cinéma d'exploitation australien des années 70. Appelé Exploitation, ce dernier regroupe des films à faible budget et au scénario très mince, qui ont su séduire grâce à leur liberté de ton sans concession. Ils y ont le goût de la provocation, de la sexualité libérée, de la violence graphique et du jusqu'au-boutisme assumé. Certaines de ces œuvres sont des petites pépites, à la limite du nanardesque, mais qui possèdent une réelle envie de marquer le spectateur. On retrouve des œuvres aux spécificités toutes australiennes, comme le slasher Long Weekend, l'anticipation délirante des traqués de l'an 2000, ou le très mécanique Vanishing Point, dont s'inspire grandement George Miller, le réalisateur de Mad Max. Armé seulement de 400 000 $ australiens, l'homme, qui n'était alors qu'un médecin de campagne, signe en 1979 le premier volet de sa trilogie culte. Si le post-apo existe depuis les années 50 et se montre particulièrement présent à partir des années 70, Mad Max agit sur le genre comme un véritable électrochoc. Totalement impacté par ce qui a fait le sel de l'exploitation, Miller apporte à son film une seconde lecture sociologique plutôt rare. Déjà, l'on peut voir poindre l'embryon d'un univers en perdition, d'un héros résolument torturé et d'un esthétisme punk totalement décomplexé, flirtant avec l'homoérotisme. Tous les prémices de ce qui sera l'œuvre majeure de sa carrière sont installées, et c'est 2 ans plus tard, en 1981, que sortira Mad Max 2, sous-titré Le Défi, en France. Changeant radicalement son fusil d'épaule, Mad Max 2 pousse tous les curseurs de Mad Max à 1000 et développe l'univers qui deviendra le fleuron de l'étendard post-apocalyptique pour les décennies à venir. Paysages désertiques dépouillés de toute habitation, matériaux de récupération, vestiges d'une civilisation passée, et société livrée à elle-même sans aucun repère moraux. Une esthétique punk qui marque grâce au talent de George Miller pour créer autour une histoire aux valeurs universelles. En s'inspirant grandement des écrits de Joseph Campbell et de sa théorie du monomythe, George Miller élabore un scénario au schéma narratif archétypal, celui du voyage du héros. Un pari réussi, car là où les Américains voient en Mad Max une réactualisation des westerns, les voitures remplaçant les chevaux, et les Indiens cédant leur place aux pillards sanguinaires, les Européens, eux, retrouvent les récits des chevaliers des légendes arthuriennes, et les Asiatiques trouvent écho aux samouraïs du Japon féodal. En ouvrant son film sur l'expression « Il était une fois », George Miller en fait un conte, créant instantanément un mythe, dont l'image de son héros perdure encore aujourd'hui à la simple évocation de son nom. Ajoutons à cela une mise en scène exemplaire qui n'a de cesse de redynamiser les codes tout en respectant ses aînés, et vous obtenez une œuvre éminemment inventive et intemporelle qui a largement contribué à créer et à faire rentrer dans la pop culture cette vague de films post-apo à l'univers punk et destroy. Une vague de films qui continuera largement jusque dans les années 90 avant de se faire beaucoup plus rare. Malgré tout, le genre perdurera doucement, produisant des œuvres en dents de scie tels que Waterworld, Postman, Absolom 2022, Six String Samurai ou le livre d'Eli. Il deviendra même hybride comme dans Resident Evil Extinction, croisement plus ou moins direct avec le film de zombies, le controversé Terminator Renaissance mélangeant post-apo et science-fiction, ou La Route et The Rover qui offre au genre une version plus autorisante. Alors ce Mad Max Fury Road pourra-t-il marquer les esprits aussi durablement que ses aînés? Posons-nous la question ensemble.
toute chose, ce qu'il convient de constater, c'est ce véritable retour aux sources techniques que semble vouloir opérer Miller au sein de la production de son film. À l'heure où les effets spéciaux numériques permettent de donner vie à toute forme de délire visuel, Fury Road offre la promesse de tout filmer en dur. Exception faite de la tempête de sable, tout ce que vous voyez à l'écran s'est réellement déroulé, tirant parti d'un montage minutieux et de cadrage capable de sublimer l'action. Un fondamental qu'il serait de bon ton de revoir à Hollywood, car si la surenchère numérique agit comme une poudre de perlimpinpin, elle tue dans l'œuf toute implication émotionnelle de la part de ses spectateurs. Mais l'attrait le moins consensuel du film sera le ton résolument féministe qu'il adopte. L'histoire de ces femmes fuyant le joug d'un dictateur possessif est une allégorie puissante de la condition féminine au sein de notre société. Pour autant, Miller ne fait pas d'elles des victimes et prouve à plusieurs reprises qu'elles sont tout à fait capables de prendre leur destin en main. S'il ne fait aucun doute que Furiosa sait se débrouiller par elle-même, les 5 femmes d'Immortal Joe ne sont pas non plus en reste. Capables de recharger les armes au moment opportun ou de faire barrage de leur corps pour protéger leurs amis, celles-ci sont loin de n'être réduites qu'au rôle de demoiselles en détresse. Enfin, Furiosa, campée par l'absolument badass Charlize Theron, devient à elle seule une figure mythologique dont il reste beaucoup à explorer, éclipsant sans problème le premier rôle du film joué par Tom Hardy. Un traitement féministe incongru à Hollywood, quand on sait que ceux-ci se montrent particulièrement frileux à l'égard de toute héroïne. Malgré cela, cette tendance tend peut-être déjà à s'inverser, puisque Marvel prévoit d'ajouter une super-héroïne à son roster, Warner Bros. De produire un film Wonder Woman, et que le prochain Star Wars semble centré sur les aventures de la fille de Han Solo. Alors, est-ce que Fury Road sera lui aussi précurseur d'une nouvelle vague? Hollywood laissera-t-il tomber ses effets numériques pour revenir à quelque chose de plus organique? Est-ce que des femmes fortes deviendront les prochaines héroïnes de nos films d'action? Seul l'avenir nous le dira. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura diverti autant qu'elle aura pu vous instruire. Passez une bonne fin de soirée et méfiez-vous des types chelous dans le désert. Pour la fin du monde, prends ta valise et va là-haut sur la montagne en t'attend. N'aie plus peur de rien, tout ira très bien. Pour la fin du monde, viens tout simplement.